Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Incapacité de se mouvoir, dépendance, isolement, douleur, perte de repères, déficience mentale, autant de préjugés qui s'installent parfois dans l'inconscient collectif lorsque l'on aborde le sujet du handicap moteur. Le handicap moteur chez l'adulte, c'est le sujet d'aujourd'hui, un sujet que nous avions à cœur d'aborder, non seulement pour lever les clichés qui peuvent exister, mais aussi et surtout pour vous informer, chers téléspectateurs, et pour en parler, toujours fidèle à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir également à nos côtés deux spécialistes en la matière, le docteur Abraham. Vous êtes spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et également monsieur Grandisson, directeur de l'AGSPH, Association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. Bonjour et merci de votre présence. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Docteur Abraham, qu'est-ce qu'on inclut dans le terme handicap moteur de l'adulte ? Donc le handicap moteur, il comprend en fait toutes les déficiences physiques que peut avoir une personne qui vont entraîner une limitation en fait dans les activités de la vie quotidienne. D'accord. Alors c'est quoi la médecine physique et de rééducation? On l'appelle aussi MPR. En fait, c'est une spécialité médicale pluridisciplinaire dont le but est de permettre la récupération fonctionnelle pour les patients atteints de handicap. Quand cela est possible, quand cela n'est pas possible, on peut permettre aux patients de vivre avec son handicap et d'avoir une meilleure autonomie et une meilleure vie avec son handicap. Alors quel est le rôle du médecin MPR? Donc son rôle, en fait, c'est d'établir des objectifs avec le patient et les autres personnels professionnels paramédicaux pour permettre donc cette récupération fonctionnelle. Donc on prescrit de la rééducation, mais aussi d'autres thérapeutiques, des appareillages, des thérapeutiques médicales pour permettre aux patients donc de récupérer une vie qui leur convient avec ce handicap. Alors, dans les handicaps, il y a des causes diverses. Quelles sont les causes les plus fréquentes qui vont conduire à un handicap? Donc, on a tout d'abord donc, les accidents vasculaires cérébraux, tout type de traumatismes, donc cérébraux ou périphériques avec les amputations, mais aussi les pathologies neurologiques dégénératives ou périphériques. Il y a aussi les accidents de la route, non? Oui, tout à fait, qu'on retrouve dans les traumatismes donc, périphériques. Alors dans les professionnels qui interviennent dans l'accompagnement de la rééducation, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver, donc, en dehors du médecin MPR, on va retrouver les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, l'orthophoniste, la diététicienne, une psychologue, mais également l'assistante sociale. Et en hospitalisation dans les services de rééducation, donc tout le personnel paramédical avec les aides-soignants, les infirmières. Voilà. Et les lieux de prise en charge sont divers sur le département? Oui, donc nous avons plusieurs centres. Dans le secteur public, donc on a le CHU de la Guadeloupe, donc avec mon service à Palais-Royal, également le centre hospitalier de Maurice-Selbonne, et dans le privé, la clinique de Choisy et aussi la clinique Les Eaux Marines au Moule. Alors ce déficit moteur, il va entraver la mobilité, mais il va gêner aussi tous les actes de la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que pour s'habiller, faire sa toilette, manger, ce sont des actes que ces patients ne pourront plus faire sans l'aide de certaines aides techniques ou la rééducation pour leur permettre de récupérer cette fonction. C'est pour ça que quand on parle d'handicap, on dit aussi une perte d'autonomie. Exactement. Alors également, dans le maintien à domicile, l'adaptation du logement au handicap est un problème fondamental qu'il faut résoudre à la survenue du handicap. Oui, donc nous avons une équipe mobile de rééducation qui intervient au domicile des patients et donc on détermine tous les aménagements dont le patient a besoin en fait pour récupérer une certaine autonomie et donc on intervient avec des professionnels mais également on travaille beaucoup avec l'AGSPH. Alors, après cette prise en charge médicale, c'est là que vous intervenez, Monsieur Grandisson, avec votre association, pour aider à l'adaptation du logement au handicap. Tout à fait. C'est un axe important de dans la prise en charge, dans l'accompagnement des usagers que nous avons, puisque le logement permet effectivement une bonne circulation de la personne dans sa prise en charge. Donc, c'est la raison pour laquelle le technicien du bâti, l'ergothérapeute et le technicien de maintenance interviennent ensemble. Le technicien du bâti pour pouvoir réellement adapter le logement, l'ergothérapeute apporter des aides techniques en fonction de la pathologie et les
les besoins de l'usager. Et le technicien de maintenance, souvent, sur les aides techniques, il y a des petites options à réparer. Donc c'est très important pour la personne en situation de handicap, puisque ça lui permet effectivement de bien circuler à l'intérieur de la maison, depuis l'entrée jusqu'à la salle de bain. Justement, pour illustrer vos mots, je vous propose qu'on regarde tout de suite ce reportage qui traite de l'habitat inclusif avec un logement du coup totalement adapté à la personne. Dans une maison PMR, personne à mobilité réduite, tout est étudié pour faciliter la vie et assurer le confort et le bien-être au quotidien. Les espaces sont calculés pour que vous n'ayez aucune difficulté à circuler, attraper des objets ou encore utiliser les équipements. L'ergothérapeute aide à maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Je suis l'ergothérapeute du service d'accompagnement à la vie sociale et donc mon rôle est de conseiller dans les aménagements du domicile, les aides techniques et aussi d'écrire des argumentaires pour justifier ces équipements ou ces aménagements qui sont spécifiques aux personnes. Et donc quand M. Pélissin a eu le projet de construire sa propre maison, nous l'avons accompagné en travaillant en collaboration avec l'architecte pour dessiner les plans et rendre sa maison accessible en fauteuil roulant. C'est-à-dire réfléchir à la largeur des portes, réfléchir à l'agrandissement des pièces pour qu'il puisse tourner sur place avec son fauteuil roulant, c'est-à-dire ne pas mettre de marche. Une fois la maison construite, il a fallu réfléchir à un équipement qui soit adapté aux capacités de M. Pélissin. Donc, M. Pélissin ne pouvant bouger que la tête, nous avons mis en place un bouton poussoir pour qu'il puisse accéder aux différents éléments de sa maison. Et donc le portail d'entrée, la porte, l'ouverture des portes, la fermeture des portes, les lumières, les ventilateurs, la climatisation, la télévision, la chaîne Hi-Fi, le téléphone évidemment, etc. Et donc M. Pélissin a toujours été un artiste, peintre, sculpteur et il a souhaité continuer cette activité. Donc nous avons dû réfléchir à une installation pour qu'il puisse continuer de peindre donc tout seul. Il a également un ordinateur avec des équipements spécifiques, donc notamment une commande au souffle et grâce à des mouvements de la tête, il peut gérer son ordinateur en toute autonomie. Ensuite, nous avons mis en place un chariot de douche qui facilite les soins d'hygiène dans la salle de bain. Et donc nous accompagnons aussi M. Pélissin dans le renouvellement de son fauteuil roulant électrique. Donc là, il a un fauteuil roulant électrique avec des options qui sont également adaptées à ses capacités, c'est-à-dire un bouton au niveau pour contrôler la direction de son fauteuil. Il a également des boutons poussoirs au niveau de la tête pour contrôler la position de son fauteuil, pour qu'il puisse se verticaliser ou se coucher en fonction des heures de la journée. Donc toutes ces installations et ces aides techniques permettent à M. Pélissin d'être le plus autonome et indépendant possible dans son quotidien. Je suis l'assistante de service social du service d'accompagnement à la vie sociale, donc de la GSPH, Association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. J'interviens particulièrement pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, donc vraiment favoriser leur accès aux dispositifs existants et les informer en fait sur leurs différents droits. Donc M. Pélissin nous sollicite particulièrement pour toutes les démarches administratives, donc vraiment faciliter déjà les liens en fait entre les différents partenaires qui gravitent autour de lui, à savoir son service de soins infirmiers à domicile, son kiné, vraiment les différents fournisseurs en fait d'aide technique. Voilà, donc notre rôle c'est vraiment de faire le lien entre lui et les différents prestataires pour qu'il puisse déjà comprendre ses demandes et vraiment lui permettre d'avoir accès aux différents dispositifs ou aides techniques auxquels il a droit. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la vie continue et la vie est belle. Et je voulais continuer à voir le soleil se lever et les plantes pousser. Alors, baissez pas les bras. Soyez forts. À bientôt.
On le constate ici, tout est pensé sur mesure, mais ce sont des aménagements qui, j'imagine, ont un coût conséquent. Oui, tout à fait. En règle générale, les aménagements coûtent assez cher, mais la loi a prévu effectivement des aides, et c'est ainsi que la loi du 11 février 2005 a prévu effectivement ce qu'on appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est effectivement mise en place par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc il y a toute une instruction pour le dossier, mais c'est vrai que l'État peut aider sur le logement, sur l'adaptation du véhicule, sur les aides humaines, puisque quelqu'un qui est en situation de handicap a souvent besoin, effectivement, de quelqu'un pour pouvoir travailler pour elle, sur, effectivement, les aides spécifiques, les couches, l'aide animalière, etc. Il y a, effectivement, des aides qui sont prévues pour ça, pour pouvoir aider à compenser le handicap de la personne. Alors, vous avez un service dans votre association qui s'appelle l'aide d'appui spécifique. Ça consiste en quoi et quelles sont les démarches à faire pour accéder? Ça s'appelle le PAS, la prestation d'appui spécifique. Ce sont effectivement des prestations, des expertises qui puissent compléter effectivement une prescription qui a été faite par des prescripteurs, c'est-à-dire nous avons en Guadeloupe et ailleurs d'ailleurs des services comme l'AJ Cap Emploi qui sont des prescripteurs qui s'occupent des personnes en situation de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et il y a aussi Pôle emploi, il y a la mission locale. Et nous, en tant que prestataires, nous intervenons pour pouvoir compléter, je dirais, la prescription qui a été faite par ces prescripteurs. Donc, il peut s'agir d'une technique de compensation, apporter effectivement une technique pour pouvoir permettre à la personne de mieux travailler, parce qu'il faut aussi dire, nous intervenons à la fois pour l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et la formation. Alors, quels sont les aménagements ou les appareillages que vous pouvez justement aider à acquérir? On peut aider à acquérir tout type d'appareillage. Il faut dire aussi que l'ARCI, avec deux organismes, l'AGFIP et le FIP, l'AGFIP pour le secteur du privé, le FIP pour le secteur du public, une fois effectivement que le prescripteur, l'AJ Cap Emploi, nous adresse la demande, nous pouvons aider dans deux types de handicap. Après, il y a d'autres. Hein. Nous intervenons sur le handicap moteur, le handicap visuel. Il y a effectivement, par exemple, Acora qui intervient sur le handicap psychique. Donc, il y a des prestataires pour tout type de handicap. Mais nous, en règle générale, avec nos ergothérapeutes, nous pouvons effectivement faire toutes les techniques, demander toutes les techniques de compensation pour pouvoir permettre à la personne de travailler à charge pour l'AJ Cap Emploi de solliciter le financement, soit auprès de l'AGFIP, soit auprès du FIP. Voilà. Alors, on imagine que ce sont des adaptations qui facilitent l'acceptation du handicap, mais il y a deux moments où peut survenir le handicap, à la naissance et puis ensuite dans le cours de la vie. J'imagine que l'acceptation ne se fait pas de la même façon. Oui, tout à fait, puisque quand on est avec son handicap, on n'a pas connu une autre vie, on n'a connu que ça. Alors que quand ça survient à un moment de la vie, par exemple à 18 ans ou même à 30, 50 ans, là, l'acceptation est plus difficile parce qu'il faut faire le deuil de son ancienne vie, de son ancien corps. Et c'est là où tout est plus difficile. Mais c'est pour cela qu'on a une psychologue systématiquement à nos côtés pour aider ces patients à passer le cap de cette nouvelle vie. Suivi psychologique, mais suivi social aussi permanente. Oui, tout à fait. Ce sont des patients que, de toutes les façons, dans les services de rééducation, on revoit régulièrement pour permettre ce suivi au niveau social, pour connaître un petit peu la réinsertion au niveau social et professionnel et pour justement aider ces patients s'ils n'ont pas passé le cap de cette nouvelle vie et les aider en fait à passer la nouvelle vie et à avoir un nouveau travail, une nouvelle vie. Donc, se réajuster en permanence. Exactement. Et ça nous permet justement d'enchaîner sur la deuxième partie de cette émission, l'adaptation professionnelle. Vous en parliez tout à l'heure, notamment de Cap Emploi.
Oui, tout à fait, puisque il faut dire aussi que nos entreprises ont du mal à embaucher facilement les personnes en situation de handicap, puisque je pense qu'il y a une mauvaise connaissance du handicap. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a une incitation gouvernementale de façon que les entreprises puissent embaucher davantage. Le taux est de 6% en France, et nous, en Guadeloupe, notre taux est très bas. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut peut-être arrêter de voir uniquement le handicap. Les personnes en situation de handicap ont effectivement énormément de compétences et peuvent aussi travailler comme tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle les équipes comme nous, comme l'AGICAP Emploi, sont là pour pouvoir à la fois accompagner la personne, mais aussi accompagner l'employeur. Dans l'entreprise même, à supposer qu'ils ont été embauchés, c'est pas toujours évident de vivre son handicap tout en travaillant dans une entreprise. C'est pas évident, il faut dire les choses, c'est pas évident, mais dès l'instant qu'on a effectivement une équipe à ses côtés, je pense que ça permet effectivement d'emmener à la fois l'employeur, le patron, mais aussi l'ensemble du personnel sur une meilleure connaissance du handicap. Et très souvent, le retour que nous avons, les personnes qui ont été embauchées sont souvent bien insérées dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en collaboration avec d'autres. Je parle beaucoup de l'AGICAP Emploi puisque nous avons un pan de travail assez intéressant, assez important avec l'AGICAP Emploi. C'est la raison pour laquelle nous incitons à la fois au secteur privé, mais aussi au secteur public, d'embaucher davantage des personnes en situation de handicap, puisque ce sont des personnes qui sont tout à fait compétentes. Aujourd'hui, nous avons des bacs plus 2, plus 3, des masters, des personnes en situation de handicap. Donc, les compétences sont là. Il suffit effectivement d'appeler les bons services et d'appeler, de faire le pas pour pouvoir embaucher. Et nous, effectivement, les services, nous sommes là pour pouvoir accompagner à la fois la personne et les employeurs. Et faciliter l'intégration aussi dans l'entreprise. Mais en dehors du handicap visible, le handicap moteur, puisque c'est le sujet, mais il y a aussi la notion d'handicap non visible, c'est-à-dire tous les ressentis de la personne. Les problèmes sexuels, les problèmes familiaux, etc. Oui, tout à fait. Dans le handicap invisible, on va retrouver aussi toutes les déficiences qui découlent d'une pathologie cérébrale. Donc, par exemple, des patients qui vont avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, qui ne vont pas se voir au quotidien parce que ce sont des personnes qui seront capables de manger seules, de s'habiller, de marcher, et ça, on ne va pas le voir. Et donc, du coup, on aura tendance à ne pas forcément prendre en charge ces patients comme les autres personnes handicapées. Je ne parle pas du corps médical, mais je parle de la société en général. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue, parce que beaucoup de pathologies neurologiques entraînent une fatigue importante, et donc même si physiquement ils n'ont pas de déficience qui se voit, ils vont avoir une fatigue extrêmement importante qui va gêner dans, par exemple, le travail. Ça va être difficile de tenir un travail sur toute une journée, par exemple. Et l'employeur ne va peut-être pas comprendre ce type de handicap. Alors à ce sujet, je vous propose qu'on regarde tout de suite un reportage sur cette insertion professionnelle et on en parle juste après. Les Cap Emploi ont été créés pour développer une expertise dans l'accompagnement et la construction de parcours pour des publics qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap. Alors Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé donc, qui fait partie du service public de l'emploi. À ce titre, nous accompagnons les personnes reconnues travailleurs handicapés, orientées par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Et si nous accompagnons une personne qui est orientée vers une formation, bien vers un emploi, et pour laquelle il y a nécessité d'aménager son poste, nous avons la possibilité donc, de faire appel à une plateforme avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle la GSPH CRICAT, qui met à disposition du matériel spécifique en compensation du handicap de la personne. Donc effectivement, à partir du moment où nous sommes intervenus, puisque nous sommes, à partir du moment où nous avons fait la prescription envers le prestataire pour le matériel adapté, nous accompagnons la personne pendant la durée de son contrat, puisque nous assurons un suivi dans l'emploi pour nous assurer que les conditions sont favorables pour que la personne travaille dans de bonnes conditions par rapport aux aménagements qui ont été mis en place.
et également pour nous assurer de la pérennité de l'emploi. Émilie Rual, ergothérapeute, intervient auprès des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail de façon à améliorer leurs conditions de travail avec le matériel adapté et mis à disposition par 2 organismes qui sont l'AGFIP et le FIPS. Donc on a une plateforme de matériel qui est située à Jarry, qui a été financée conjointement par l'AGFIP et le FIP. Donc ce sont 2 organismes qui gèrent les fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. L'AGFIP pour le secteur privé et le FIP pour la fonction publique. Donc ces matériels sont chez nous pour ensuite être mis à disposition des personnes qui sont en situation de handicap afin de leur permettre, et également aux personnes qui sont en charge de leur accompagnement, d'avoir accès à des moyens techniques de compensation pour pouvoir les aider à lever tous les freins qui peuvent être liés au handicap lors d'une insertion professionnelle, lors d'un maintien dans l'emploi ou lors d'une entrée en formation. On est vraiment sur on est vraiment là pour pouvoir améliorer l'insertion de la personne, même si elle est déjà dans l'emploi ou si elle entre en formation. Enfin, il faut vraiment se dire qu'on est là pour toutes les étapes de la vie professionnelle. Voilà. Ces aides techniques, quand on dit moyens techniques de compensation, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc on pense tout de suite au siège ergonomique, c'est ce qui est le plus connu, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres choses. Il y a des logiciels spécifiques, par exemple d'agrandissement d'écran. Il y a des souris qui sont spécifiques, des claviers, etc. Voilà. Donc on est pour tout type de handicap. Mais on a principalement des aides techniques plus pour tout ce qui est handicap visuel ou moteur. Le deuxième objectif de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir tester en fait, des aides techniques avant d'acheter. C'est toujours intéressant de pouvoir dire à l'employeur que la personne pour qui on veut monter un dossier pour avoir un siège spécifique, par exemple un siège ergonomique qui soit vraiment adapté à la personne, que cette personne ait pu tester ce siège avant de l'acheter, c'est toujours beaucoup plus pertinent. Dans le cadre de Madame Macaya, en fait, elle a été suivie par nos services en pointillé depuis plusieurs années, depuis 2017 si mes souvenirs sont bons, puisqu'elle a été pendant un moment en formation, puis elle a fait une mission en intérim, et enfin là, du coup, c'est pour un poste de plus longue durée. Donc du coup, pour ces 3 situations depuis plusieurs années, nous avons pu lui faire un prêt pour qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ce prêt est réalisé donc, à la demande de l'un de nos prescripteurs. Et puis du coup, on vient sur le lieu de formation, le lieu de travail, on installe le matériel, on lui montre les réglages, etc. Et donc selon si la personne est dans le secteur privé, dans la fonction publique, le prêt dure 3 ou 4 mois. Ce qui laisse normalement à l'employeur le temps de monter le dossier de financement si derrière il y a un achat à faire. Il y a des handicaps qui ne sont pas visibles. Claudia nous explique les démarches à effectuer pour bénéficier d'un accompagnement spécifique. Alors, depuis 2010, j'ai une pathologie qui est arrivée dans ma vie, une polyarthrite rhumatoïde, qui touche les articulations. Malheureusement, ça ne se voit pas. Donc, j'ai un handicap dit invisible. Lorsque c'est arrivé dans ma vie, j'étais dans le monde actif, donc je travaillais. Donc, j'ai tout arrêté. Quand c'est arrivé, comme je n'aimais pas ne pas travailler, j'ai choisi de faire une demande à la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe, donc la MDPH, pour avoir ce qu'on appelle une reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est-à-dire qu'au travail, ça reconnaît que j'ai un handicap, donc j'ai des droits. Dans ces droits, il y a par exemple un aménagement d'emploi du temps, des prêts d'équipement pour que la personne se trouve à l'aise sur le travail. Le Cap Emploi nous aide pour qu'on puisse avoir un aménagement ou se sentir le plus à l'aise sur notre lieu de travail. Dans mon cas, par exemple, j'ai droit à un équipement pour l'ordinateur, la souris, le fauteuil, comme celui-ci. C'est un fauteuil adapté pour mes lombaires, mes cervicales, les accoudoirs, parce que des fois, j'ai mal aux épaules. Donc là, ils sont de la même taille, mais des fois, je peux en mettre un plus haut, un plus bas, pour vraiment équilibrer mes douleurs. La reconnaissance qualité travailleur handicapé, elle est disponible pour tout le monde. Dès qu'on a un handicap visible ou invisible, dès qu'un médecin nous remplit le certificat médical qui explique la pathologie qu'on a, on y a droit et il faut le faire. Pourquoi? Quand on travaille, très souvent, on préfère ne pas en parler pour ne pas être jugé peut-être, mais en même temps, on peut faire la reconnaissance qualité travailleur handicapé, ne pas en parler aux collègues, en parler qu'à son responsable.
et avoir les droits justement pour avoir son fauteuil, son emploi du temps. Il y a même le mi-temps thérapeutique. Il y a beaucoup d'aides possibles quand on a la reconnaissance travailleurs handicapés. Mais si on ne fait pas la démarche, la maison départementale des personnes handicapées ne peut pas savoir qu'on a besoin des aides. Il faut vraiment aller vers cette reconnaissance pour avoir les aides. Sans cela, on n'a pas d'aide vraiment. C'est de notre poche. Alors on le voit, l'insertion professionnelle peut très bien se passer, mais à condition que les patients fassent la démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. C'est bien ça? Tout à fait. Le handicap pointe la différence et attire le regard. Et c'est la raison pour laquelle il est important, effectivement, que les personnes puissent avoir une notification. C'est une reconnaissance de travailleur handicapé qui est donnée par la MDPH. C'est une demande qui est formulée. Et effectivement, ça, on peut effectivement présenter cette notification à son employeur. À ce moment-là, l'intéressé puisse avoir une aide, mais aussi l'employeur, puisque l'AGFIP, si c'est le privé, ou le FIP, dans la fonction publique, peut aider, que ce soit le particulier en situation de handicap ou l'employeur. Donc il y a des aides financières qui sont effectivement dispensées à la personne et à l'employeur. C'est la raison pour laquelle j'insiste fortement pour dire aux personnes en situation de handicap de faire la démarche de reconnaissance de travailleurs, handicapés et surtout, effectivement, de le faire savoir à l'employeur. Alors, cette personne est insérée dans l'entreprise, mais quel est le regard des clients, des autres? Comme je disais à l'instant, le handicap pointe la différence et le regard. Et c'est la raison pour laquelle la personne doit pouvoir être en confiance, s'assurer effectivement et qu'elle a l'estime de soi, de façon à pouvoir effectivement agir auprès des autres. Me semble-t-il, sortir, se mêler aux autres, c'est le meilleur moyen de travailler sur les mentalités et que tout un chacun puisse accepter la différence. Mais mentalité, respect des mentalités, comme vous dites, mais vous parliez de carte de droits des personnes handicapées, ça leur donne aussi un certain nombre de, je ne dirais pas d'avantages, mais de droits, par exemple pour les places de parking. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette reconnaissance, cette carte d'invalidité, cette reconnaissance, carte d'invalidité pour la vie quotidienne, reconnaissance de travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, tout ça, ce sont des avantages que peuvent bénéficier la personne en situation de handicap. Et c'est important, effectivement, d'avoir ces, je dirais, ces documents pour pouvoir, effectivement, faire valoir leurs droits. Alors justement, vous, docteur, j'imagine que vous constatez, en fonction des patients que vous suivez, certaines évolutions quand ils se mettent à faire ces démarches. Est-ce qu'on note une évolution aussi psychologique et une acceptation de la maladie? Oui, tout à fait. Ces patients, ils deviennent tout de suite mieux dans leur vie au quotidien. Ils sont plus heureux, en fait, puisqu'ils acceptent leur nouvelle vie, leur nouveau corps, en fait. Et c'est juste incroyable de voir la transformation psychologique et morale de ces patients. Alors on le voit, il y a encore du chemin à faire, mais grâce à vous, grâce à des professionnels comme vous, le chemin se fait petit à petit, mais on y arrivera, notamment sur le regard qu'a le grand public au sujet du handicap, mais aussi sur les entreprises pour embaucher ces personnes en situation de handicap. C'est un message important qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous. Messieurs et dames, bien bonjour. Là où on parler des personnes handicapés, c'est vrai où sont les premières difficultés pour déplacer, dépendance, isolement, douleur, mais aussi problèmes en tout genre, familial, social, professionnel, et des problèmes à garder à mon aussi. Dr Abraham, qui sont médecins à réadaptation, et Dr Grandisson, qui sont responsables en association, fait nous comprendre que OP fait handicapé, c'est vrai, mais OP aussi vit handicapé par rapport à un accident. Alors cela, l'éducation là, est beaucoup plus longue. Après, il faut casa aussi adapter, en travaillant aussi. Nous savons créer insertion professionnelle à l'entreprise, surtout là en contact avec les clients. Mais il faut nous changer, nous, opinion nous, à ces gens qui ont un handicap,
pour y peigner en vie qu'on nous toutes en société là. Merci pour écouter à autres.